dans un environnement économique houleux, quelles sont les promesses de valeur et gestion des risques pour vos clients avec la crypto-monnaie, tout en prenant les changements de réglementation qui sont déjà présents, qui arrivent. Donc, à mes côtés ce matin, j'ai l'honneur d'accueillir Alexis Teuillon, responsable compliance chez Stellaris, pardon. Au milieu, Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, et François Denis, président de FD Invest, riche à 30 ans. Bienvenue à vous trois. Alors, on rentre dans le concret directement. Je reste avec vous, François Denis. Quels sont concrètement les atouts de la crypto-monnaie aujourd'hui dans le contexte actuel? Alors, bonjour à tous et merci Nicolas. Pour parler concrètement sur les atouts de la blockchain, il faut bien comprendre ce que c'est technologiquement d'un point de vue blockchain, qui est la technologie sous-jacente finalement en cryptoactif, et de l'intérêt de la blockchain. Elle peut être appliquée à énormément de choses, ce qui en fait que c'est un sujet passionnant, mais il faudrait dire beaucoup de choses à ce sujet, et sur la traçabilité, l'intermédiation, la transparence qu'apporte la blockchain. Ça peut être appliqué à de nombreuses choses monétaires, mais sur d'autres sujets comme la tokenisation de l'immobilier, ou encore dans le milieu de la finance, ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Et avec la blockchain, avec cet outil fabuleux, parce que ce n'est pas une finalité en soi, finalement, c'est un outil de l'appliquer à tout ce qui existe déjà, la finance, des marchés d'investissement comme l'immobilier, ou le système monétaire classique avec le cas particulier du Bitcoin, pour faire simple. Enzo Allo, est-ce que vous voulez compléter? Oui, effectivement, bonjour à tous. Il y a un point de vue financier, je trouve une alternative intéressante dans Bitcoin. Il faut vraiment mettre à part, selon moi, Bitcoin et tout le reste en termes d'actifs numériques qui ont justement, comme le disait François, des rôles bien particuliers. Bitcoin, c'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte, c'est un moyen de paiement. C'est effectivement dans une allocation patrimoniale un aspect de diversification assez intéressant. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, enfin après ça va dépendre selon moi plutôt en fonction de la proportion qu'on alloue en termes de Bitcoin dans un patrimoine financier global. Il faut remonter effectivement à l'historique et la genèse de tout ça pour bien comprendre l'intérêt d'avoir un système de paiement et en tout cas de réserve de valeur qui soit en dehors des politiques de banque centrale. Pour moi, c'est un argument assez fort de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas régi par une autorité centralisée, mais par un ensemble, un groupe de personnes qui décident par des votes de la manière et la direction que prend cette crypto-monnaie. Et puis après, tout le reste, effectivement, on a des smart contracts qui peuvent débloquer des applications et donc on pourrait se retrouver à avoir des Airbnb développés sur Ethereum, des Trivago, de tout ce genre de choses. Donc en étant exposé à ce genre de crypto-monnaie, on s'expose à l'ensemble des succès qui seront développés sur ces chaînes-là. En termes d'investisseurs, en fonction du montant qu'on investit, c'est quelque chose qui, selon moi, va regarder de plus en plus, surtout que ça se professionnalise. Vous l'avez dit, ce n'est pas pour tous les profils de clients. Quel est le profil de client idéal pour vous? Selon moi, c'est plutôt que les crypto-monnaies arrivent en fin de chaîne, c'est-à-dire que je ne suis jamais à l'aise à recommander des investissements, des actifs numériques à des clients qui ne sont pas propriétaires d'un appartement ou d'une maison principale ou secondaire, qui n'ont pas déjà un PEA, une assurance vie, un compte titre. Il y a un processus d'investissement traditionnel d'abord à respecter, selon moi, avant d'aller sur ce genre de produit assez risqué, qui est pour moi un moteur de performance dans un portefeuille qui doit être déjà diversifié. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Si on est plus jeune, effectivement, c'est peut-être le moment de prendre un peu plus de risques. On a des enfants, on est marié, voilà, tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans la construction de l'allocation d'actifs et l'horizon d'investissement, pour lequel moi je prêche plutôt pour le long terme. François Denis, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Oui, alors il faut juste bien comprendre qu'investir en crypto, c'est pas juste acheter du Bitcoin ou juste acheter de l'Ethereum. Du moment où on comprend aussi que il y a plein de niches et il y a plein de marchés qui s'ouvrent dans le Web3 au sens large, parce qu'on va parler du Web3, c'est l'application de la blockchain à Internet ou à d'autres services. Si on se cantonne à effectivement acheter un petit peu de Bitcoin pour avoir une valeur refuge, parce qu'on parle de l'or digital et d'avoir une assurance en quelque sorte, c'est le principe de l'assurance. Des fois on achète, on prend de l'assurance dans l'idée de ne pas en avoir besoin. Si on a un accident, on est content d'avoir une assurance. Mais de base, on espère ne pas en avoir besoin. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on a un effondrement monétaire, s'il y a quelque chose qui se passe sur une devise, et c'est le cas dans certains pays, une hyperinflation, des crises micro, à ce moment-là, on est bien content d'avoir du Bitcoin. Mais
on peut stocker du Bitcoin comme on va stocker de l'or, ou d'échanger, parce que ça reste une monnaie. Après, on a des investissements, on peut avoir du rendement sur certains protocoles, on peut avoir une rémunération de l'épargne, toujours sur le milieu du Web3, et on a plein d'investissements. On va avoir un investissement dans le token immobilier, et on va avoir du rendement parce qu'on possède un token immobilier. Donc c'est pour ça que ça ouvre le champ des possibles, et c'est vrai qu'un profil qui va être purement sur je veux du Bitcoin, on va avoir 1 ou 2%, par exemple, d'un patrimoine. Quelqu'un qui veut sortir un peu du système classique de la finance centralisée, on peut partir sur du 5-10% et partir sur des actifs qui sont moins connus, ou sur de la DeFi, ou sur de la masternode, pour utiliser des termes un peu barbares. Mais c'est pas fixe, c'est pas figé, ça dépend de beaucoup de paramètres finalement, de la juste place de la crypto dans une stratégie patrimoniale. Et à part le Bitcoin, est-ce que sur le marché, il y a des solutions rassurantes si on veut démarrer, on veut commencer à conseiller de la crypto-monnaie à ses clients? Comment on le fait? Vas-y, bien sûr. Je peux évoquer le sujet parce que là, on parle un peu de réglementaire, c'est un peu mon rôle. Pour revenir aussi sur savoir si c'est accessible à tous les profils, je pense que oui et non. Je pense que c'est une certaine éducation qu'il faut avoir pour que vous, en tant que CGP, soyez informés des risques pour ensuite transmettre à votre client l'information générale sur la classe d'actifs et sur les risques. Donc oui, c'est on va dire intéressant pour tout le monde, mais il faut comprendre, il faut pouvoir transmettre ces informations. C'est aussi votre rôle de comprendre l'horizon de placement, le profil de risque, l'aversion, les objectifs. Et donc c'est dans cette démarche-là que, dans une diversification, bien sûr, les cryptoactifs rentrent dans la démarche de conseil, on peut le dire comme ça. Des solutions rassurantes, il y en a, je pense que les confrères pourront le développer, mais tout d'abord, il faut comprendre, je pense, que c'est les acteurs qui doivent être rassurants. Aujourd'hui, on est tous ici présents, on existe, on est tous français, et on propose des solutions, on est certifié par l'AMF, avec donc le PSAN, on reviendra plus tard dans le débat bien sûr, mais aujourd'hui on est audité par l'AMF pour pouvoir délivrer ces services, pour ensuite que vous puissiez avec ce certificat donner un peu de rassurance à vos clients. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une liste blanche de ces acteurs qui est disponible sur le site de l'AMF. C'est donc les PSAN, les prestataires sur services d'actifs numériques. Et donc cette liste blanche donne les acteurs qui ont été audités par l'AMF pour délivrer ces actifs. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a une énorme confusion dans le marché crypto entre le tiers de confiance, parce que finalement l'idée initiale c'est d'être décentralisé, donc il n'y a pas cette idée de tiers de confiance. Donc entre l'acteur qui propose le service et le service en tant que tel. Parce que s'il y a quelqu'un, une entreprise, alors, il y a eu le cas de FTX que peut-être vous connaissez l'année dernière, qui périclite ou qui vous arnaque, ce n'est pas la faute du réseau du Bitcoin. Lui, il est sûr. Si quelqu'un vous arnaque en immobilier, ce n'est pas la faute du marché immobilier, c'est du tiers de confiance. Le réseau en tant que tel, c'est vrai, on parlait de revenus sur Ethereum potentiellement. Si on est sur le réseau en direct sur Ethereum, c'est quasiment sans aucun risque. Si on passe par une entreprise qui vous met en lien avec divers services, c'est plutôt sur l'entreprise qui est le service, qui est le risque. Et c'est bien, il faut bien faire la différence. Donc, effectivement, il y a eu ça en France, il y a d'autres choses, mais avoir ces actifs numériques sur FTX, les avoir perdus, c'est la faute de FTX, c'est pas la faute du Bitcoin. Le Bitcoin, lui, il existe, il a toujours existé, il n'a arnaqué personne, et au contraire, c'est quelque chose de très 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 sûr qui a été construit pour ça. À la différence des banques où votre banquier aussi peut vous faire perdre de l'argent, et c'est pas la faute de l'euro ou du dollar, c'est la faute de votre banquier. D'où l'importance de choisir un bon prestataire. Mais après, encore une fois, ça, c'est aller un petit peu loin, mais même quelqu'un qui a le PSAN, bon, il a les bons, il a KYC, il a toutes les bonnes démarches, mais le PSAN aussi, il peut se tromper, il peut donner un mauvais conseil. C'est ce que j'allais dire en fait, si vous voulez, et ça a été stipulé par la présidente de l'AMF il y a encore moins de 3 semaines. Le PSAN, c'est vrai que ce sont des garanties sur le fait que les dirigeants peuvent assurer la gestion de la société et développer les services, mais ça ne prend pas en compte la protection d'investisseurs comme on l'a, nous, en tant que CGP, sur la MIF, ou sur l'UCITS, ou sur les différentes réglementations qu'on va avoir de standardisation, d'harmonisation des acteurs, etc. Donc, c'est la direction que ça prend, on va en parler probablement tout à l'heure, mais
Attention aussi, il y a des PSAN qui ont fait des choses qui ne sont pas très bien passées avec FTX, etc. Donc il y a de tout, il faut savoir juste bien pondérer selon moi les investissements. On peut aussi diversifier son risque en allant chez plusieurs PSAN, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais voilà, attention, la protection de l'investisseur par contre n'est pas spécialement comprise dans le statut PSAN. Je voudrais juste rajouter quelque chose, ça m'a fait penser. L'année dernière, justement, la présidente de l'AMF avait fait une conférence ici à Patrimonia sur ce sujet, et elle encourageait les CGP justement à s'informer et même à commercialiser ce genre de pratiques. Là, vous allez me dire c'est aberrant, mais en fait pas du tout, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à ces sujets-là, et aujourd'hui, l'investisseur tout seul, il va aller faire ses investissements dans des pays ou dans des plateformes qui ne sont pas forcément sécurisées. Donc le but aujourd'hui, c'est que le CGP puisse, avec nous, en tant que PSAN, avoir cette solution sécurisée et proposer aux clients justement via ces plateformes-là. Alors que si, parce qu'aujourd'hui, nous, là sur le salon, on voit très bien, on a beaucoup de CGP qui viennent, qui disent qu'ils sont crypto-sceptiques, qui viennent et qui disent on ne comprend rien, le client il comprend mieux que nous. Et bah, le but, c'est justement de dépasser ça, essayer de s'informer pour pouvoir après conseiller. C'est aussi votre rôle, je pense, de conseiller on va dire le bon endroit pour investir sur ce genre d'actifs. Je confirme, mais ça, moi, je le vois de plus en plus. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on commence à prendre un petit peu de notoriété, mais on est souvent contacté par des personnes qui ont été victimes d'arnaques. Et généralement, alors il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. C'est pour retirer votre argent, il faut refaire un virement de tel montant, etc. Des personnes nous contactent. Et parfois, je suis étonné de voir qu'elles sont suivies même par un CGP. Et là, je me dis, il y a peut-être des choses à faire parce qu'en fait, le but, c'est pas que le CGP il recommande les solutions crypto, etc. Chacun voit midi à sa porte et à ses actifs, généralement, sur lesquels on va être un peu plus confortable. Le but, c'est quand même de pouvoir prévenir sur les risques. C'est-à-dire, il y a 5-6 petites règles à savoir pour une sélection d'un prestataire de services sur actifs numériques que vous pouvez donner à vos clients. Et ensuite, au moins, comme ça, vous dormirez sur vos deux oreilles parce que vous saurez que votre client n'a pas été lâché dans la nature. Parce que ce que je vois, mon expérience, c'est qu'un client qui va investir dans les cryptos, qu'il soit suivi ou pas, s'il veut le faire, il le fera. Et alors après, ça pourrait être par le pire, selon moi, c'est un influenceur sur Instagram qui habite à Dubaï ou autre part, et donc il va suivre les conseils. Et ça, c'est une catastrophe pour nous, ça déprofessionnalise l'écosystème, ça fait que c'est des mauvaises presses sur les journaux, etc. Donc il y a aussi une professionnalisation de la part des acteurs crypto à faire, et c'est sur la très bonne voie. Et il y a aussi une reconnaissance un peu à avoir, puisque je pense que c'est qu'une question de temps avant que les actifs numériques soient considérés comme n'importe quelle autre classe d'actifs, réglementairement parlant. Voilà, après là, tu es sur un profil débutant très néophyte et qui pourrait se faire avoir sur n'importe quel marché. C'est sûr que c'est le principe de l'innovation, c'est que quand ça arrive, c'est pas encore réglementé. Les arnaqueurs sont toujours une longueur d'avance, mais c'est le principe. Mais c'était la même chose avec Internet. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont périclité suite à la bulle Internet, c'est la même chose, ça va dans la même dynamique, et on en reparle à la fin de la décennie, ça sera un marché qui sera beaucoup plus solide, et sans même parler de réglementation, c'est-à-dire que les gens auront la connaissance, auront le vocabulaire, et ça sera un tout autre débat. Je repars sur les solutions rassurantes, au lieu de parler des influenceurs. Je voudrais avoir rapidement votre avis sur le stablecoin. Les CGP, c'est peut-être une monnaie vers laquelle ils se tournent plus facilement parce que c'est relié à un marché peut-être plus classique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, le stablecoin, c'est une solution rassurante? Alors, si je commence, nous, on a eu un premier travail à faire quand on a commencé à proposer des solutions. Ça a été de savoir quel stablecoin effectivement on allait utiliser, puisque c'est un intérêt déjà fiscal, puisque si vous avez une position d'actif numérique, vous la vendez en fiat, vous allez déclencher la plus-value. Ce qu'on va éviter de faire, si on a quelques rotations dans le portefeuille, donc on va plutôt arbitrer vers un stablecoin, quand j'ai fait une plus-value, ou une moins-value d'ailleurs, pour éviter de déclencher cette fiscalité. Aujourd'hui, avec les cracks qu'il y a eu les années passées, en tout cas, on pense à Luna, on pense à tout ça, donc quand vous dites à votre client, vous avez du monétaire pour équivalent, je ne sais pas, de 100 000 $, et que son monétaire de 100 000 $, ça devient 10 000 $, c'est une catastrophe. Donc ce que nous on a commencé à faire typiquement, c'est qu'on a des critères de sélection et les fournisseurs de stablecoin commencent à divulguer de manière un peu plus transparente ce qu'ils ont en réserve, ce qu'ils ont en book. Parfois, on s'aperçoit que les plus grosses capitalisations de stablecoin
en fin de compte, elles n'ont que 20% de bons du trésor, et puis après, elles ont 20% de dettes sur de la tech américaine, et en fait, on voit que la qualité des actifs en collatéral derrière, c'est pas dingue, quoi. Et surtout, imaginez quelqu'un qui va venir avec, je sais pas, 1 milliard d'euros et qui va dire, ben moi, j'arbitre aujourd'hui, je vais, enfin, 1 milliard de USDT, je veux que ça devienne 1 milliard de dollars. Donc, il va falloir pouvoir assurer la liquidité. Aujourd'hui, toutes les stablecoins ne sont pas en capacité de le faire, mais en tout cas, ça risque de faire décaler ce qu'on appelle un DPEG. En termes un peu techniques, on ne va pas trop passer le temps là-dessus, mais voilà, il y a quand même des choses qui peuvent arriver. Donc, stablecoin, pas si stable en réalité, à part sur les plus gros capitals, enfin sur les plus grosses capitalisations. Moi, je suis, en fait, perso, ça, je ne suis peut-être pas d'accord avec mes collègues, mais de moins en moins, on va dire, je sens de plus en plus de risques. C'est toujours le même principe, c'est qu'il faut diversifier. Comme tu le dis, le seul intérêt du stablecoin, parce que c'est pas un investissement en tant que tel, c'est que de ne pas déclencher la fiscalité et de rester en actif numérique. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Quoique il y a quelques stablecoins en or, on va dire, qui sont adossés aussi comme le Pax Gold, qui peut être intéressant en actif numérique pour être exposé à l'or et tout simplement d'avoir le marché de l'or via le marché des cryptos. Mais oui, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients, c'est qu'il ne faut pas être all-in, comme on dit, sur un seul stablecoin, en avoir plusieurs, il y a une vraie diversification à avoir, et ça va dans le bon sens, parce que c'est toujours un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, normalement, ils doivent dire, voilà, si on a 10 milliards de USDT, ben on a 10 milliards de dollars dans un compte en banque. Et ça va dans le bon sens, et comme toujours, la même logique, c'est une innovation, et ça va par la réglementation, ça va par quelques accidents type FTX, Exus, et ainsi de suite. Mais oui, c'est comme tout, c'est-à-dire que si on est exposé à une seule devise, est-ce que c'est un bon conseil? Techniquement, non. Il faudra avoir de l'euro, du dollar, du yuan, du yen, c'est la même chose. Un stablecoin, c'est ça. J'aimerais juste rajouter aussi qu'en effet, tu parles de réglementation, on peut dire que MiCA, justement, va amener et même toute la réglementation du européen, de cette contre-valeur de dollars, justement, avec en base le même montant de dollars que de stablecoins. Exactement. Donc, pour 1 dollar stable acheté, 1 dollar en base, enfin en réserve, donc c'est aussi amené à se développer et à se rapprocher à l'environnement possible également de DPEG. En 2023, il y a quand même une belle transparence, mais ça va aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, il y avait, je crois récemment, je ne sais pas si vous avez vu, un article qui expliquait que justement MiCA pouvait interdire les stablecoins, ou justement pour garder un seul stablecoin, celui de la Banque centrale. Justement, ils veulent avoir peut-être fermé le marché aussi et en mettre un peu plus sécurisé ou voilà, essayer de tenter de nouvelles approches, on peut dire. Il y a une petite chose aussi assez simple à vérifier quand on souhaite investir, c'est ça demande de faire un peu de recherche, mais par exemple, il y avait, dans le cas de Luna et Terra, enfin en tout cas ce stablecoin qui est parti à la cave, le fondateur, John Moore, je ne sais plus exactement son nom, avait déjà créé un stablecoin en 2015 qui s'était pris les pieds dans le tapis. Donc, nous, on a par exemple une règle interne très simple, c'est qu'à partir du moment où un créateur de projet blockchain a eu une première place sur le marché, il est out. Donc, on n'a jamais touché au stablecoin qui avait été fait par le réseau Luna. C'est des petites choses comme ça. Après, c'est comme quand on nous dit, toutes les prunes que les grandes institutionnelles prennent, si on se dit je travaille avec aucune société qui a fait une prune, je travaille avec une Société Générale, je ne travaille pas avec Paribas, je ne travaille pas avec Mundi, je ne travaille pas avec tout ça. Donc, il y a aussi, parfois, il faut se mettre au cordeau. Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais c'est la bonne direction. Avant de parler des risques concrets de la crypto, je voulais savoir aussi ce que vous pensiez de cette nouveauté, cette entrée des institutionnels sur le marché, surtout les conséquences, qu'est-ce que ça va apporter ou pas. François Denis? À court terme et en fonction de l'actualité, là il y a vraiment deux actualités importantes. Il y a eu les premières, en France, il y a eu les premières banques qui viennent d'avoir les PSAN, agrément et enregistrement en 2022, c'est assez récent. Société Générale et la deuxième. En 2020, c'était la toute première. C'est AXA, je crois. Forge, de Société Générale. Ouais, tout à fait.
Donc ça, pour le marché de la tokenisation de la finance en France, c'est quand même très important et une très bonne nouvelle. À l'échelle mondiale, il y a aussi le sujet de l'ETF. L'ETF Bitcoin, même un ETF Ethereum qui a été demandé par des gros fonds d'investissement. Notamment récemment, il y a BlackRock, le plus gros de la planète, qui a demandé l'ETF Bitcoin. Voilà, ça va se faire. Quand ça va se faire, on ne sait pas, ça va être bientôt, on n'a jamais été aussi proche. Et quand ça va passer, ça va être une nouvelle assez incroyable. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé quand il y a eu l'ETF Gold sur les marchés, c'était une très très bonne nouvelle. Donc ça, en termes d'institutions, de banques qui rentrent sur le marché, on va dans le bon sens et c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Clairement, c'est une super nouvelle. Les institutionnels à la banque qui, à la base, on rappelle, c'est un marché retail. Les crypto-monnaies, ça a été acheté en premier par des particuliers de par le processus de création de Bitcoin. C'est peut-être la première fois dans l'histoire où c'est d'abord une innovation qui est faite par le retail, puis ça a monté vers le professionnel et l'institution. Ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, surtout la construction d'un ETF induit l'achat, en tout cas sur Bitcoin, induit l'achat de Bitcoin et de d'autres produits financiers liés à Bitcoin, donc ils devront avoir des Bitcoins dans leur book. BlackRock, c'est plus de milliards de dollars, c'est les fonds de pension américains. C'est la voie, à mon avis, qui va un petit peu ouvrir celle pour les autres. En tout cas, quand vous avez un acteur comme BlackRock, mais il y a Invesco qui veut y aller, Fidelity, bon, c'est qu'une question de temps avant que les autres se disent je veux ma part du gâteau aussi, parce que ce serait trop dommage, surtout pour les milieux financiers. Bon voilà, quand il y a une opportunité, généralement, on y va. C'est ça, je veux juste rajouter en effet, là, de voir des banques institutionnelles comme BlackRock ou Fidelity qui veulent intégrer ce marché, ça montre que le marché des crypto-finances, il y a une certaine maturité, une certaine crédibilité, et que ces acteurs veulent rentrer dans la danse. Et la conséquence, pour moi, directe, ce sera la liquidité et l'accessibilité pour le plus grand nombre. Donc, c'est forcément bon signe, c'est forcément des choses qu'on voit on est école, donc c'est forcément quelque chose de bien. Et pour ajouter, oui, non, c'est ça. On va passer au risque parce qu'il y a beaucoup de points positifs. On est quand même sur le bon chemin. On diversifie. Les institutionnels entrent sur le marché. Pour autant, il y a des risques à prendre en compte. Je retourne vers vous, François-Denis. Quels sont les principaux risques que les CGP doivent prendre en compte quand ils veulent se tourner vers ce type d'actifs? Encore une fois, il faut voir de quoi on parle. Le premier qui vient toute logique, c'est la volatilité. Après, il y a de moins en moins de volatilité sur certains actifs et il faut comparer ce qui est comparable. L'année dernière, il y a des actions qui ont été encore plus volatiles que le Bitcoin. Donc, on a une grosse action avec une grosse cap qui fait moins 80% sur la tech. Bon, on ne va pas reprocher au Bitcoin qui a été moins volatile d'être volatile. Ce qui n'est pas forcément mon critère numéro 1 d'investissement, parce que pour beaucoup, notamment des fonds, des professionnels, c'est la volatilité. Pour moi, le vrai risque, par définition, c'est de perdre son argent. Si on ne retrouve plus son argent, c'est ça le vrai risque. Parce qu'une obligation qui est censée être pas du tout risquée, parce qu'il n'y a pas de volatilité, on a vu récemment qu'il y a en Suisse des obligations qui ont été perdues par milliards. Ça, c'est le vrai risque, c'est plus de revoir son pognon. Si c'est volatile et qu'un an, 2 ans après, on retrouve sur des plus hauts historiques, pour moi, c'est pas risqué. Alors ça, là, on parle du Bitcoin, on parle de l'Ethereum. Et c'est cyclique, et tous ceux qui ont investi il y a 3 ans ou avant 3 ans sont tous gagnants sur le marché des cryptos. Et on parle que des cryptoactifs d'un point de vue spéculatif. Si on revient sur des services dont j'ai parlé, de DeFi, ou si on est directement sur le protocole d'un certain réseau comme Ethereum, là, il n'y a quasiment aucun risque. Et on ne parle pas de volatilité, c'est que ce n'est pas de volatilité. On va avoir des rendements, on va avoir des revenus parce qu'on met à disposition soit un nœud sur des investissements un peu plus exotiques. Et là, il n'y a pas de risque qui est sur la volatilité. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et voir ce que veut le client. Si c'est compliqué pour lui de voir à moins 10%, oui, il ne faut pas investir sur certains cryptos. Si c'est sur du long terme, comme tu l'avais conseillé, oui. Le get rich quick et de devenir millionnaire avec les cryptos en 6 mois, ce qui était le schéma des influenceurs, ça, il faut l'oublier. Après, il y a des coûts à faire, il y en a toujours. Il y a encore une très 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 belle évolution, une très belle croissance à avoir sur les cryptos. C'est surtout la volatilité à prendre en compte et le risque de ne plus revoir son argent qui est plutôt lié à l'acteur, au tiers de confiance et à l'entreprise plutôt
qu'au réseau, et le fait de aussi, troisième point, de perdre ces cryptos. Mais ça, c'est la faute de l'utilisateur, c'est pas la faute, encore une fois, du réseau ou du collectif. Vous parlez de ne plus revoir son argent. Je voulais parler de la mésaventure de l'américain Celsius Network qui s'est retrouvé à bloquer les retraits, les transferts, les échanges pour ses clients. Est-ce que ça, c'est un cas isolé? C'est un risque qui est encore possible aujourd'hui? Oui, tout est possible, mais on tombe sur le cas, les personnes qui avaient été arnaquées par Bernard Madoff aussi, qui n'avaient plus leur argent, je ne sais pas s'ils l'ont récupéré un jour, mais avoir une personne véreuse qui va bloquer, soit techniquement parce que c'est le système qui le veut ou l'écosystème qui va le bloquer, soit volontairement, parce qu'il y a aussi FTX avait été le cas, ils avaient bloqué volontairement les retraits. Ça peut arriver et ça arrivera probablement sur certaines entreprises. Il vaut mieux que ce soit des petites et qu'il y ait peu de personnes et peu de clients qui soient impactés. Normalement, la réglementation, qui est vue d'un point de vue négatif par beaucoup de personnes, sert à ça. Il ne faut pas trop de réglementation, il faut de la bonne réglementation pour protéger le client, l'utilisateur. Mais il y aura d'autres banques qui feront faillite également. Donc c'est le même sujet. Il y a d'autres personnes qui perdront de leur argent avec des obligations qui sont censées ne pas perdre, parce que c'est un placement qui est censé ne pas être risqué. En effet, je voudrais juste rajouter, il y a deux choses. Il y a le choix de la plateforme, comme j'ai déjà évoqué. On doit pouvoir être informé, comprendre, choisir les bons acteurs. Et il y a aussi le fait que les bank runs existent aussi dans la finance traditionnelle. Ils sont différents, on le sait, mais c'est amené, les crises de liquidité sont amenées à être réduites dans le monde de la crypto-monnaie avec la réglementation qui arrive. Aujourd'hui, on sait que les acteurs au niveau européen vont devoir montrer patte blanche au niveau des fonds propres, au niveau de la ségrégation des actifs aussi, entre les actifs des clients et les actifs propres aux plateformes. Donc on est sur la bonne voie, les garanties sont aujourd'hui différentes, on le sait, mais ça va être amené à tendre dans la même direction. Je suis aussi tout à fait d'accord. Alors pour moi, Celsius, c'est un cas d'école en fait. Vous avez Nexo, qui est une société qui représentait à peu près les mêmes services que Celsius au Gabon. Nexo, c'était une société qui était une société de crédit issue des marchés traditionnels qui existait déjà, qui avait pignon sur eux depuis quelques années. Celsius, le fondateur, c'était un mec qui était des conférences avec marqué « fuck de banque » sur ses t-shirts. Vous avez là déjà un risque sur le fondateur, et c'est véridique, vous pouvez checker sur Internet. Les politiques de risque et le contrôle interne, à mon avis, n'étaient pas les mêmes entre Celsius et Nexo. En fait, je pense que la volatilité, c'est la résultante de plein de risques en fait, qui sont typiquement le risque de concentration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ICO et l'émission de nouvelles crypto-monnaies n'est pas tout à fait réglementée. Donc, je crée une crypto-monnaie, j'en lance 70%, je garde 70%, j'en mets 30% dans le marché. Admettons que ça prenne de la valorisation, j'ai 70% des cryptos, je les vends d'un coup, je liquide tout, le marché part à la cave et ça ne remontera jamais. Donc il y a déjà des risques de concentration, des risques de liquidité, vous avez des spreads assez importants en fonction des différentes plateformes que vous utilisez, donc le choix des plateformes, on parlait avec, c'est très important. Les grosses plateformes, effectivement, il y a un peu plus de frais, parfois sur le trading, sur les frais qu'ils vont prendre sur la DeFi, etc. Mais au moment où vous avez du volume et vous avez de la liquidité. Parce que, mais vraiment, juste entre deux grosses plateformes, parfois vous avez un spread de plusieurs centaines de dollars sur le Bitcoin. Donc il y a des personnes qui font l'arbitrage, logique. Vous avez aussi les risques d'immaturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont porteurs de projets blockchain, selon moi, sont plutôt issues du monde de la tech que du monde de la finance, et que donc, il y a une montée en compétences qu'ils ont à faire sur justement ce que vous avez avant, la gestion des risques, la conformité, etc. Et en fin de compte, tous ces éléments mis bout à bout, et les personnes étant là aussi un petit peu pour l'appât du gain, fait que, résultat, quand il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles, ça crée de la volatilité très importante. Après, on verra bien comment ça se passe. Et, alors, pour revenir sur la question du risque et sur le point des ICO, qui est peut-être le niveau le plus risqué possible, imaginable dans le monde de la crypto, qui reste une niche encore, parce qu'il y en a qui vont faire que des ICO, c'est des levées de fonds en crypto. Si je ne me trompe pas, monsieur Compliance, même en France, ce n'est pas obligatoire. C'est un visa qui est optionnel. Donc pour les ICO, on peut faire des levées de fonds, créer son propre token, le vendre, et on n'a pas besoin de demander à l'AMF. C'est un visa. Donc le PSAT, c'est pour tous les acteurs qui proposent des services et des produits, mais je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai fait l'ICO, et je n'ai pas demandé à l'AMF, personne ne le fait. Comme c'est optionnel, personne ne le fait. Et j'ai levé quelques millions, alors que j'aurais pu très bien partir avec la caisse. Mais, donc c'est toujours le cas, c'est optionnel. C'est toujours le cas.
Donc là, c'est le niveau expert en termes de risque, parce que c'est déjà très risqué d'un point de vue investissement, et en plus, il n'y a pas de réglementation obligatoire, en tout cas en France. Il y a MiCA peut-être depuis MiCA. Oui, parce qu'en fait, l'SEO, enfin, en tout cas, le visa qui est proposé par l'AMF, c'est environ 1,5 million d'euros pour le projet. Quand vous êtes un porteur de projet avec une start-up, vous êtes 3 jeunes qui démarrez, vous n'avez pas 500K à mettre dans un visa, alors que ça pourrait être pour le développement de l'appli, pour beaucoup de choses, la com, etc., les salaires, bref. Donc, effectivement, comme c'est facultatif. Après, pour défendre la SEO, c'est la beauté de la chose, c'est que c'est décentralisé, et c'est de donner la possibilité à tout le monde de faire lever de fonds, ce qui n'est pas possible normalement, historiquement. C'est très compliqué, puis il faut payer des gens. Donc tout le monde peut faire une levée de fonds avec une SEO techniquement. Mais voilà. Après, voilà, j'en ai fait, j'ai la double casquette, parce que j'ai investi dans beaucoup d'SEO, beaucoup qui ont périclité, mais il y a eu des fois 100, des fois 200, ce qui est assez incroyable dans le milieu. C'est très très risqué, on peut perdre 9 fois sur 10 tout son patrimoine, enfin tout son capital sur les SEO, et on peut faire des rendements assez incroyables. Et puis à l'inverse, quand vous levez des fonds, vous passez généralement par un leveur qui va vous prendre entre 6 et 10%, et donc vous avez levé 1 demi-million, enfin, vous restez, vous arrivez avec 450 000 euros. Donc effectivement, ce raccourcissement de la chaîne de valeur, en tout cas sur tous les aspects financiers, et la suppression des intermédiaires fait qu'on capte plus de valeur directement sur les différents actifs. Juste point important, si vous voulez faire un SEO, c'est pas considéré comme une levée de fonds d'un point de vue fiscalité, c'est considéré comme du 100% bénéfice. Donc si vous voulez vous levez 10 millions, c'est comme si vous avez fait 10 millions de bénéfices. Donc il y a les impôts qui arrivent, il y a la TVA, donc on croit lever 10 millions et finalement à la fin de l'année il y a beaucoup qui partent. Parce que c'est considéré d'un point de vue comptable comme du bénéfice. Parce qu'on a vendu 10 millions de tokens. C'est pas on a levé 10 millions, c'est on a vendu 10 millions de tokens. Et donc, du coup, c'est 100% de bénéfice, puisqu'il n'y a pas de charge. Voilà, c'est l'imposition sur la société. Alexis Théo, vous avez mentionné juste avant MiCA. Ça a été adopté en avril dernier en Europe. Ça entre en vigueur dès l'année prochaine. Concrètement, qu'est-ce que ça change, MiCA, sur le marché? Moi, je vais vous dire que ça change beaucoup de choses. Hein. De toute façon, c'est un peu mon rôle dans mon entreprise et même dans le secteur des cryptofinances. C'est déjà une très bonne chose, ça montre que les acteurs européens, internationaux, s'intéressent à ces valeurs-là et veulent devancer un peu tous ces acteurs ou tous ces potentiels risques qu'on a évoqués. Et forcément, déjà, premièrement, c'est une bonne chose. Ça donne de la légitimité, de la crédibilité. Et forcément, ça sécurise pour les acteurs, pour les investisseurs. Moi, c'est la première chose que je pense, c'est l'investisseur, et ça donne cette sécurité-là. Ensuite, on pourra revenir peut-être juste après sur le plan technique de ce que ça change réellement, mais c'est plus sur ce point-là, l'adoption mondiale, que j'ai envie de revenir quand même. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Après, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas expert en compliance, mais MiCA est quand même assez calqué sur l'agrément PSAN français. Il y a deux choses. Alors, il y a l'enregistrement PSAN et l'enregistrement. L'enregistrement et l'agrément, je n'ai qu'un seul agrément aujourd'hui, quasiment tout le monde c'est des enregistrements. Mais je veux dire, ça changerait pas grand-chose pour un Français qui voudrait avoir l'agrément, parce que finalement, le MiCA est quasiment la même chose que l'agrément. Alors, pour répondre à ça, en fait, justement, l'agrément, il y a la doctrine de l'AMF vient d'être revue, justement, pour l'agrément soit en parallèle de MiCA, qui va arriver donc, en janvier 2025. Donc, l'agrément existait déjà, était optionnel, sachant que personne ne l'a eu, à part la Société Générale, je crois. Exactement. Et donc là, depuis septembre, on le sait bien parce qu'on prépare un nouvel agrément justement chez Mining et Stellaris. Donc on comprend tous les dossiers à mener, c'est quand même une charge assez importante. Et justement, ils ont resserré la vis pour s'adapter à MiCA. En fait, c'est une transposition de ce qui va arriver. La volonté de la mettre, je ne sais pas quand vous l'avez mis quand, l'enregistrement ça. Il y a 2 ans. Ouais, pareil. On l'avait demandé en 2021 et ça a été très vite parce qu'au début, des petits acteurs comme nous et vous, on est des petits acteurs, c'était possible en 2021 d'avoir l'enregistrement ça. On a mis 2 ans pour l'avoir. Enfin, officiellement 1 an et demi, c'était assez lent avec l'AMF, mais aujourd'hui c'est plutôt la volonté, même s'ils ne le disent pas textuellement,
c'est de fermer la porte aux petits. Aujourd'hui, c'est impossible d'un projet from scratch, des petits entrepreneurs qui commencent de zéro, d'avoir l'agrément. Aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment les institutions, les banques. Déjà, ça limitera les dossiers, ils se concentrent là-dessus, ça coûte un bras. Donc les petits porteurs de projets, malheureusement, c'est peut-être le point négatif de la compliance et de MiCA et de l'agrément, c'est que ça va fermer les portes aux petits. Bon, malheureusement, ça bloque à l'innovation. Moi, je trouve que c'est un point positif parce que on va fermer le marché, on va avoir que des acteurs qui sont professionnels. Oui, non, mais oui, non. Donc aujourd'hui, je voulais lancer mon projet que j'ai lancé il y a 2 ans, je peux pas. Bah, donc, tu auras mis plus de temps et ça va plus de temps, plus d'argent, du coup ça ferme la porte parce que malheureusement la vraie innovation à l'américaine, c'est des mecs qui viennent de la tech, qui n'ont pas d'argent, qui font ça dans leur garage. Moi le premier, j'avais quasiment pas de budget. Alors j'ai fait l'ICO pour pouvoir me permettre de faire ça, mais rien qu'un responsable compliance, ça coûte cher. C'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que non. Alexis Toyon, quand vous dites resserrer la vis entre l'enregistrement et l'agrément, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, il y a 2 choses qui sont vraiment différentes. C'est les fonds propres. En fait, il y a une harmonisation entre la finance traditionnelle et le monde des cryptos. MiCA va apporter ça. Les ratios de fonds propres qu'on a dans les banques aujourd'hui, ils vont arriver chez nous, chez tout le monde, chez les acteurs en Europe. Et donc concrètement, on va devoir montrer ces ratios-là, on va être audité et donc ça donne cette liquidité et cette sécurité. Et la deuxième chose qui est liée, c'est la ségrégation justement des actifs entre les clients, les actifs des clients et les actifs propres de la société. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut utiliser donc, séparément ces actifs et clairement la transparence de ce qu'on fait avec l'argent, les capitaux de nos clients. Donc voilà, pour moi, après on peut rentrer en détail, mais je pense que voilà, c'est ça, et c'est une transparence sur les transactions plus claire, plus d'informations. On peut imaginer aussi, c'est sûrement ce qui va se passer, c'est que tous les acteurs vont avoir cet agrément et donc l'échange d'informations va circuler uniquement entre ces acteurs et donc ça va qualifier, on va dire, l'information. Enzo, de quelle manière ça vous impacte? Déjà, juste pour rebondir rapidement, c'est vrai que ça ressemble un peu plus, moi je trouve ça passionnant parce que ça me rappelle 2017 et l'arrivée de MiFID 2 et puis UCITS et tout ça. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur MiCA, c'est l'harmonisation des publications justement à vocation des protections d'investisseurs. Aujourd'hui, on a des papiers pour les fonds, par exemple, les KIDS. Vous avez un standard européen pour pouvoir distribuer vos fonds dans les pays en Europe. Et donc, pour le CGP, pour le client, vous avez une grille de lecture qui est très simple. Le but de MiCA également, c'est d'harmoniser et de standardiser. Ça me rappelle un petit peu le côté finance traditionnelle. Et puis ces ratios d'emprise, ça rappelle aussi BAL 2, BAL 3. Et en fait, toutes ces réglementations-là qui commencent à arriver sur justement tout ce que j'ai expliqué. Moi, ça m'impacte relativement peu, on va dire, aujourd'hui, parce que j'avais déjà vocation à vouloir passer ce genre de certification. C'est encore plus de professionnalisation, c'est un pas de plus vers l'institutionnalisation. Et donc, c'est pour moi un must-have, sachant que j'ai commencé à travailler en banque il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc j'ai vu 2008, 2013, etc. Donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Admettons la Société Générale, j'ai vu Kerviel, j'ai vu Panama Papers, j'ai vu toutes ces choses-là, donc un peu plus de réglementation, c'est bon. Ça ne me dérange pas, surtout quand c'est à vocation de protection d'investisseurs. Ça ne peut que faire mieux coulisser les concepts. Très bien. Je vais juste rajouter quelque chose pour MiCA, pour être un peu plus concret. Ça rajoute aussi, je sais que les CGP, c'est une question qui revient souvent de savoir les assurances. Est-ce qu'on a des assurances? Et justement, MiCA apporte ça aussi. Il y a une obligation d'assurance. Donc ça, c'est un point que je peux apporter aussi également pour vous rassurer. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, les CGP ont une RC professionnelle qui ne comprend pas les actifs numériques. Il y a quelques RC Pro qui commencent à apparaître et nous, on a eu la chance de pouvoir être accompagnés assez rapidement par une personne qui se trouve, je pense, au bout de la salle. Donc, très content qu'elle soit là. Donc, ça existe. Il y a quelques courtiers d'assurance qui peuvent trouver des assurances sur les actifs numériques. Aujourd'hui, la problématique pour les gros groupes d'assurance, c'est d'avoir des lignes métiers qui vont servir à faire du calcul de risque spécifiquement sur cette activité. On ne génère pas assez de volume et d'activité en France aujourd'hui pour que les plus gros acteurs nous fassent des contrats d'assurance qui soient aussi robustes que ceux qu'on trouve pour les CGP.
pareil, je pense que ça va arriver. Il y a des groupes de travaux très forts dans certains courtiers qui avancent sur ces sujets-là parce qu'ils ont compris l'intérêt et pour les acteurs et pour les personnes à protéger. Donc cette assurance-là, on a encore quelques petites minutes. Au final, pour faire un peu une conclusion, un bilan de nos discussions, il y a la réglementation qui est en marche, qui apporte plus de sécurité pour les intermédiaires, des acteurs institutionnels qui entrent sur le marché et qui vont de facto aussi abaisser cette volatilité qui peut exister sur ces marchés. Est-ce que c'est comme un peu une sorte de réassurance, d'assurance pour les intermédiaires encore sceptiques peut-être dans la salle ou en France aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Oui, bien entendu. C'est indéniable. Depuis déjà 2019, où j'ai créé, moi, pour le coup, Crypto Patrimoine, j'ai bien vu l'évolution. C'est pas comme si je me faisais insulter sur le projet patrimonial que j'ai fait, mais on a beaucoup de sceptiques. Aujourd'hui, il y a plus d'intérêt, et aussi, je pense, arrivé par les clients, parce que les CGP ont des clients qui leur poussent ça, ou alors les enfants des clients. Et puis, moi, j'ai eu le cas où, par exemple, en fait, un enfant qui a des crypto-monnaies, qui les a eues soit par une carte bancaire, ou parce qu'il a acheté un NFT, ou parce qu'il a créé un compte sur une plateforme, et que s'il est dans le foyer fiscal, c'est aux parents, et s'il a une plus-value, c'est aux parents de déclarer une plus-value. Et donc, j'ai eu quelques surprises de clients qui m'ont dit je ne comprends pas, j'ai été rappelé par la patrouille. Effectivement, les CGP maintenant, selon moi, doivent poser la question à leurs clients est-ce que vos enfants ou vous-même possédez des crypto-monnaies? Parce que c'est fiscalisé. Donc, il faut pouvoir, si on veut, alors c'est un formulaire bien particulier, vous devez déjà déclarer vos comptes, parce que généralement c'est à l'étranger, alors à partir du principal comme ça, bien entendu. Donc vous avez, c'est le formulaire, c'est le 3916 bis que vous pouvez déclarer pour déclarer vos comptes à l'étranger, si vous êtes sur Binance ou d'autres plateformes comme ça. Et puis, voilà, la déclaration de plus-value. Donc effectivement, maintenant, quand un CGP fait la déclaration fiscale de ses clients, parfois il le contacte, parce que bon, il a besoin d'avoir un petit peu d'infos sur la manière dont il doit déclarer ça. Non, mais c'est vrai, et on l'a vu hier, c'est la première fois que j'ai un stand à Patrimonial, mais le nombre de CGP qui est venu, qui n'avait pas les connaissances ou qui cherchait des services. On a eu une dame qui était CGP depuis un petit moment et qui a eu la première vague des enfants de ses premiers clients. Et là, qui était perdu et qui ne savait pas quoi faire, qui n'avait pas à la fois la connaissance et qui ne savait pas quoi proposer. Donc c'est clairement, et on a eu agréablement surpris des personnes qui étaient ouvertes d'esprit et qui venaient nous poser les questions, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais qui voulaient le mettre en place. Je n'étais pas là il y a 4 ans, mais il y avait quasiment aucun stand crypto. Il y en a eu un, il y en a eu 3-4, maintenant il y en a 10-15, et ça va dans le bon sens, grâce aussi à la réglementation. Mais le CGP, moi, il y a 2 choses. Il doit avoir la connaissance, un minimum, le vocabulaire, comprendre l'écosystème, pas forcément être technique sur la partie ingénierie, et la deuxième chose, c'est de comprendre les services, d'aller vers des PSAN, aller vers des profils sérieux et de diversifier au sein même de l'investissement crypto. C'est ce que je dirais en conclusion finale. Je pense que tout a été dit, en effet. Aujourd'hui, c'est plus fort que nous, ça avance plus vite que nous. Donc, il faut s'informer, il faut. Je me répète, mais c'est ça, il faut être à la page, il faut essayer de devancer le client qui va partir tout seul et faire n'importe quoi. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Moi, je suis très content de participer à ce genre de conférence pour justement apporter cette parole et essayer de montrer que ça existe et qu'on peut, ça existe, on est là, le cadre réglementaire existe, même dans les sociétés de crypto-finance. Donc voilà, moi, je suis très content aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup à vous 3, merci pour votre participation. Bonne fin de matinée, bon appétit et bonne fin de semaine.